What's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un type de vulnérabilité qui s'appelle IDOR, Insecure Direct Object Reference. C'est un type de vulnérabilité très commun dans les applications web, en parallèle avec les vulnérabilités qui touchent les APIs. Et IDOR, c'est tout simplement le fait de découvrir des informations sensibles et des informations que vous ne devriez pas avoir en tant qu'utilisateur normal sur une application web juste en manipulant les paramètres d'une URL. Donc ça, c'est la vulnérabilité qu'on va essayer de découvrir dans cette application web et on va voir aussi comment peut-on sécuriser ce genre de failles ou ce genre de vulnérabilité, comment les patcher et comment les fixer. Donc le challenge d'aujourd'hui qui va nous aider à voir et concrétiser le concept des IDORs, Insecure Direct Object Reference, c'est le challenge Corridor. Can you escape the corridor? Donc j'ai lancé la machine virtuelle, je me suis connecté sur, je suis pas sûr, donc je vais me reconnecter sur le serveur ou le réseau VPN, voilà, comme ça. Et on va essayer de pinguer pour voir si la machine est live. Voilà, tout est nickel. Donc ici, je vais revenir un pas en arrière. J'étais en train de faire le challenge. C'est pas juste un challenge, c'est un tutoriel Introduction to Cryptography. Et j'ai quelques autres challenges en cours d'exécution. Mais on va s'intéresser à Corridor. You have found yourself in a strange corridor. Can you find your way back to where you came? In this challenge, we explore potential IDOR vulnerabilities, examine the URL endpoints you can access as you navigate the website, and note the hexadecimal values you find. They look an awful lot like a hash, don't they? This could help you uncover website locations you were not expected to access. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose ici. Le hint, where do those doors take you? Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose d'intéressant ici. Comme d'habitude, on va commencer notre énumération avec un scan Nmap. Voilà. On est sur Download maintenant. Je vais me déplacer vers Home Users. Et je vais lancer un scan Nmap avec le Dash A. En même temps, je vais lancer un Rust scan pour rapidement voir les ports ouverts. Donc j'ai le 80. Donc je peux checker l'application web. Donc c'est une image, seulement une image. Si je fais CTRL U pour voir le code source, je vois qu'il y a pas mal de href links qu'on peut cliquer. Donc target, alt, title, href, coordinations, shape, poly. On revient sur le scan Nmap. J'ai seulement le port 80. Where is the work? Zug HTTPD 2.0.3. Donc je peux faire search exploit HTTPD. HTTPD est la version. On a Memory Exhaustion Denial of Service. Donc ça, c'est pas une vulnérabilité qu'on veut exploiter. Même dans un pentest, il faut toujours éviter les attaques de type DOS et DDoS. Le Rust scan, c'est la même chose, un seul port. Donc on va fermer tout ça et on va revenir sur notre web application. Et vu qu'ici dans la description, ils nous ont dit qu'on est en train de chercher une vulnérabilité IDOR, on est sûr qu'on a affaire avec seulement l'application web. Donc ici, on a juste un truc, une image. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Ferox Buster pour brute forcer ou fuser l'application web et voir si je peux trouver
des chemins intéressants comme le /robots.txt. Donc on a bas de robots.txt, on revient ici et comme vous voyez ici le href, c'est ces chaînes de caractères qui ressemblent à des hash qu'on voit ici dans la description. Examine the URL endpoints. Donc ça, c'est des endpoints qu'on peut utiliser pour naviguer dans l'application. Donc je peux faire slash et passer ce endpoint qui va nous rediriger vers une autre page qui contient juste une image background. Donc on voit ici, and know the hexadecimal values you find, they look an awful lot like a hash. Donc ce endpoint ou cette chaîne de caractères en hexadecimal, ça ressemble à un hash. Du coup, je vais aller sur Google et je vais essayer de détecter quel type d'encodage ou quel type de hash est cette chaîne de caractères. Donc, je peux faire hash identifier online. Voilà, hash analyzer. Je peux prendre la première solution et je vais passer le hash que j'ai trouvé et cliquer sur analyze. Donc, on voyait cette solution me dit que le hash type c'est du MD5 ou MD4. Donc, ça, c'est un type de hashage ou de cryptage si vous voulez. Il n'y a pas de salt, ce qui est très bien. Et du coup, on peut craquer ce type de hash facilement si c'est du MD5 ou du MD4. Donc, je vais aller sur Crack Station, si vous voulez, .net. Et je vais essayer de craquer ce bout de hash ici. Je mets le hash. I'm not a robot. Crosswalks, donc c'est ça. Crosswalk, verify, crack hashes. Voilà. Donc on a craqué le hash et le résultat c'est 1. Donc tout simplement, pour accéder à cette page, le développeur a juste donné il a haché le numéro 1, le paramètre qu'il faut passer à notre URL pour accéder à cette partie de l'application web. Et avec ce hash, on peut accéder à la page, c'est tout simplement. Au lieu d'accéder avec le paramètre 1 directement, il faut passer le hash. Même chose pour le deuxième hash. Donc si je le prends et j'utilise Crack Station, j'enlève les guillemets, hop, comme ça. I'm not a robot. Traffic lights, bridges. Voilà, crack hashes. Et vous voyez 2, le numéro 2. Donc, en hachant le numéro 2 avec MD5, on peut prendre cette valeur et la passer comme endpoint pour accéder à une deuxième partie ou à une autre page de notre application web. Comme vous voyez ici, si je supprime le premier endpoint et je mets le deuxième, vous allez voir que je peux accéder à une autre page. Donc c'est tout simplement ça la logique du développeur qui a développé cette application web. Maintenant, on peut brute forcer les paramètres. Donc on peut aller de 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100 000 comme vous voulez et essayer de voir si le développeur n'a pas prévu ce genre de comportement de la part des utilisateurs. Et peut-être sur le paramètre 98, on peut tomber sur une page qui contient des informations sensibles. Donc pour cela, je vais générer une liste. Donc ici, Fearbox n'a rien trouvé. Je vais l'arrêter. Et je vais générer une séquence de numéros allant de moins 100 jusqu'à plus 100. Voilà. Donc vous pouvez créer une séquence plus grosse que ça. Mais pour moi, je vais juste rester dans cet intervalle. Donc, moins 100, 100. Et je vais rediriger. Donc, si vous exécutez cette commande, elle va vous donner des chiffres de moins 100 jusqu'à plus 100. Donc, je vais rediriger cette sortie vers un fichier qui s'appelle numbers.txt. Voilà.
Et j'ai un script que je peux utiliser pour hacher euh, tous ces integers. Donc pour créer une liste qui contient tous les hash de ces numéros-là. Donc le script il s'appelle hasher.py. Donc on peut voir le code bien évidemment. Hasher.py. Donc c'est un script très simple qui va importer hashlib, la librairie responsable des hash. With open, on va ouvrir le fichier qui s'appelle numbers. Donc le fichier, en fait, il s'appelle numbers avec un S. Donc hasher. Donc notre fichier s'appelle numbers. Ensuite, for line in F, pour toute ligne dans ce fichier, on va faire un strip pour enlever l'espace. On va encoder en UTF-8. Ensuite, on va hacher le truc ou la ligne avec MD5. Et ensuite, on va faire sortir les hash dans le fichier. Donc, je sauvegarde et j'exécute la commande Python hasher.py. Et voilà notre sortie de tous les hash de notre fichier numbers.txt. Donc, je prends ça et je redirige la sortie vers md5.txt. Très bien. Je peux faire 4 md5. Et voilà la sortie. Maintenant, je peux utiliser wfaz pour brute forcer ou fuser l'application web en utilisant tous ces hash là. En utilisant bien évidemment le fusing sur le dernier paramètre de notre application. Donc wfaz, c'est un outil disponible sur toutes les distributions de Pentest, Sparrow, Kali, etc. Ensuite, on va utiliser quelques couleurs. On va utiliser un fichier qui s'appelle md5.txt qui contient tous les hash. On va ignorer les résultats 404 pour avoir juste les résultats acceptés et pour minimiser les erreurs. Et ensuite, on va entrer le mot phase dans la partie qu'on veut fuser ou qu'on veut brute forcer. Entrer et cet outil va commencer le brute forcing. Bien évidemment, make sure to update the version. On est sur la version 3.1.0 et cela va prendre un peu de temps, le temps de fuser l'application en utilisant les numéros depuis -100 jusqu'à +100. Voilà. Pardon, je viens de me rendre compte que l'adresse IP, c'est ça. Donc il faut changer l'adresse IP. J'ai pas fait attention. Voilà, comme ça. C'est pour ça que j'allais pinguer pour voir la réponse du serveur. Normalement, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Et voilà le résultat en quelques secondes. On a eu les résultats. Donc on a trouvé pas mal de réponses 200. On va bien évidemment avoir les réponses par défaut qu'on a déjà trouvées sur le code source de notre application, c'est-à-dire le numéro 1, 2, 3, je pense jusqu'à 10 ou 12. Et ensuite, on va avoir les trucs, la réponse. On voit ici qu'il y a une réponse qui diffère. On voit ici 47. Et si je prends le hash et j'essaie de le craquer avec CrackStations, bridges, comme ça, crack hashes, on voit que c'est le numéro, la chaîne 0, le numéro 0. Et du coup, si je vais ici, et je change ce endpoint par le endpoint qu'on vient de découvrir, eh bien, on va tomber sur une page qui contient des informations
sensibles qu'on ne devrait pas voir en tant qu'utilisateur normal. Donc ça, c'est le flag pour valider le challenge d'aujourd'hui. Donc ça pourrait être -0, ça pourrait être une chaîne de caractères admin, ça pourrait être root, administrator, etc. Généralement, si vous avez checklist ou les wordlists checklist sur votre distribution, vous pouvez utiliser des wordlists spécifiques pour brute forcer ce type de vulnérabilité IDOR. Donc voilà, j'espère que ça a été simple pour démontrer et expliquer la vulnérabilité IDOR, Insecure Direct Object Reference. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.